Mais c'est une vraie scène. Bonjour sur la scène liquide, chapitre 2 de cette grande journée vin, parce qu'on va goûter plein de vins. Et là, on va goûter des choses absolument incroyables. Je suis très, très impatient. J'espère que vous aussi. Je vous demande avant tout d'applaudir Claudia Galteri de Vini Mariani. C'est pas allumé. Si, c'est allumé. Essaye. Ouais, voilà. Super. Prova. Merci d'être là, Claudia. Merci on est tellement contents. Vini Mariani, c'est quoi? Alors, Monsieur Angelo Mariani, c'est un peu l'histoire de la Coca-Cola. Et c'est l'histoire de la Coca-Cola. En effet, dans les 1800, Mariani, c'était un pharmaciste italo-française. Et il a mis des feuilles de coca du Pérou en infusion dans une base de Bordeaux. Et c'est comme ça qu'elle est sortie cette boisson fantastique, que c'était une tonic wine, très consommée par les papes, toute la classe sociale un peu haut niveau. Et après, bien sûr, dans le temps, c'est fini l'histoire de la cocaïne. Et Coca-Cola, il a repris la recette originale, il a enlevé l'alcool et c'est sorti la Coca-Cola. Et donc, moi et Albert, un jour, on s'est dit, mais on l'appelle comment cette société d'importation? On s'est dit, pourquoi pas Vini Mariani? C'est notre histoire. Il y a toi et il y a... Et il y a Alberto Busto, qui c'est mon associé, et il m'embrasse à tout le monde, même il est en Italie. Et il voulait être ici, mais c'est moi. Vous importez des vins italiens, pas n'importe lesquels. Quand on regarde sur le site de Vini Mariani, la liste des vignerons, c'est comme une cave au trésor. C'est incroyable. Il va y en avoir 2 là, mais ouais. Comment vous les choisissez? C'est quoi le fil directeur pour toi quand tu choisis un vigneron, que tu décides de travailler avec lui? Alors déjà, merci pour les compliments, parce que c'est ça notre force. C'est ça, c'est notre cave, c'est notre vigneron. Alors, normalement, s'il y a des vignerons qui nous contactent pour goûter des vins, on goûte à l'aveugle. Moi et Alberto, on se regarde, on décide tout de suite, oui, non. C'est Vini Mariani, c'est pas Vini Mariani. Si on aime cette vin-là, on appelle les vignerons et direct, on fait la visite de la vigne. Visite de la vigne, c'est la première chose. Donc, on touche les sols, on comprend parce qu'on est quand même des professionnels plus qu'importateurs, on a fait des études dans les secteurs. Et on dit, OK, t'es biologique. En fait, on s'en fout des certifications. Nous, on regarde la terre, on dit, c'est biologie, t'es biodynamie, t'as une agriculture à toi personnalisée pour cet endroit. OK, oui, on voit que c'est bien, on passe à la cave. À la cave, nous, on n'est pas extrémistes absolus. Nous, on aime les vins artisanaux, j'aime pas les mots naturels, artisanaux, bien faits, sans défaut. Parce que c'est très facile de faire des vins sans sulfite. C'est hyper difficile de faire des vins sans défaut. Donc, il faut vraiment connaître les fermentations, connaître la chimique pour pouvoir faire cette typologie de travail derrière. On passe dans la cave, fermentation spontanée, bien sûr. Contrôle de la température, oui ou non, ça dépend dans les changements climatiques. Sulfite ajouté, oh non, je ne sais pas, c'est bizarre parce que vous avez nous donné cette thématique sans sulfite, l'Italie sans sulfite. C'est pas vrai du tout, nous on a que des vins avec des sulfites, et beaucoup, je rigole. Non, alors, déjà sans sulfite, ça ne me plaît pas parce que je crois que vous savez, on a des sulfites dans les vins, toujours spontanés, qui se forment pendant la fermentation alcoolique. Si tu dépasses les 10 mg par litre, alors il faut écrire sur la bouteille avec sulfite ajouté. Mais moi, qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi on doit mettre ces trucs des sulfites et on ne peut pas mettre toutes les autres choses? Ça, je n'ai jamais compris. Et c'est pour ça que je crois que c'est né aussi toute cette histoire des sulfites. Parce que tu as une étiquette avec sulfite. Tu te poses la question, qu'est-ce que sont les sulfites? Et toutes les autres choses, les tannines, les enzymes, bon. Peut-être que les étiquettes ne seraient pas assez grandes pour certains vins quand on voit tout ce qu'ils mettent dedans. Ça, c'est sûr. S'il fallait vraiment raconter Et alors, tout. il faut les communiquer et on ne communique pas bien. Bon, et donc, fermentation spontanée, contrôle de la température ne nous dérange pas. S'il n'y a pas de sulfite, on est très content. S'il y en a, juste à la mise en bouteille, je parle de 2 grammes par hectolitre. Donc, imaginez-vous les rapports.
ne nous dérange pas du plus parce que c'est un produit alimentaire qu'il faut quand même se conserver. Vous faisiez une remarque et vous avez raison, hein, ça va être obligatoire de faire figurer sur les étiquettes de vin l'intégralité des produits qui sont dedans. Quand? Là? Oui, il y aura un flash code. Enfin, à la fin de l'année. Voilà. C'est compliqué évidemment à faire parce que, encore une fois, il y a des gens qui ajoutent beaucoup. Et quand on voit la liste des produits qui sont autorisés, les consommateurs ne sont pas toujours très au courant. L'Italie, c'est un pays qui a toujours une relation avec le produit qui est très directe, très authentique, que ce soit dans la nourriture et dans le vin. Depuis très longtemps, l'Italie, il y a eu des choses pas très propres, mais il y a une relation à la terre et au terroir et à l'authenticité qui est ancrée dans la culture italienne. C'est ça qu'on retrouve dans les vins que vous choisissez? Alors, bien sûr, parce que nous, dans chaque vigneron, on cherche l'authenticité du terroir qu'il travaille. Sinon, il n'y a pas d'essence d'avoir une liste des vins du Piémont à la Sicile, tous les vins ils sont pareils. Et là, c'est par hasard. Je vous jure, c'est par hasard. C'est la démonstration parce qu'on a un vin du Piémont et un vin de Sicile, avec 2 cépages, Piémont Cortese et Sicile Catarratto, qui plus ou moins, je ne veux pas dire qu'ils sont la même chose, mais on peut dire que c'est la même famille. C'est un peu des cépages neutres, donc pas trop aromatiques, pas trop un caractère violent au nez. Et moi, je trouve que ça, c'est une très belle comparaison pour voir la différence. Aussi, c'est plus ou moins les mêmes cépages, mais la différence totale des terroirs. Quand on s'est parlé, avant de faire cette scène, l'idée c'était on va présenter les vins italiens et tu as ri et tu m'as dit c'est pas possible, on ne peut pas dire toutes les régions italiennes et parler de tous les vins. Ça ne peut pas se faire. Et donc c'est ce choix qui est très intéressant. On a un vin du Piémont, Stefano Bellotti, immense vigneron, défenseur des appellations, c'est le Nicolas Joly italien on va dire. Et puis tout en bas en Sicile, à l'ouest de Palerme, Alessandro Viola. On est vraiment sur cette longueur-là. Qu'est-ce qu'ils ont en commun dans leur façon de travailler, ces 2 vignerons? Alors, déjà, le respect pour la terre. Je sais que vous entendez toujours la même chose. Le respect pour la terre, on travaille bien, on respecte nos terroirs, oui. Mais là, il y a vraiment un travail des vignerons. C'est pour moi, le travail des vignerons, c'est quand quelqu'un, ils disent, OK, j'habite ici, je suis né ici. C'est pas facile de vivre ici parce que c'est un endroit petit, les gens ils sont vraiment fermés, mais moi je vais passer ma vie là pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que ça veut dire le potentiel de ce terroir. Pour moi c'est ça le terroir. Parce que c'est trop facile d'acheter un hectare dans l'Etna, on va faire du vin, ah oui c'est cool, on est tous vignerons là. Mais de rester chez toi et investir ta vie là pour faire découvrir dehors l'importance de ton terroir, c'est un choix de vie. Et donc ça, c'est des choix de vie, c'est pas des vins. Hein. Alessandro Viola, on y était par hasard. Il y a dans le reportage sur la Sicile, dans le Full Book, avec les très très belles photos de William Lacalmonti, et puis dans l'exposition qui est là-bas, il y a une photo des vignes de chez Alessandro, et on voit comment il est chez lui d'abord, parce qu'on voit les vignes autour des siennes, et puis les siennes, elles n'ont pas du tout la même tête, mais aussi on a visité son nouveau chai, il a construit une nouvelle maison, il s'est installé là, il a construit un terrain de tennis. Parce qu'il aime le tennis. Tu racontais quelque chose, on peut dire quand même, il ne veut pas jouer au tennis avec toi. Alors, je veux dire ça, c'est Stefano Bellotti, il aurait vu un terrain de tennis fait par un vigneron, il aurait tué les vignerons. Il aurait pensé juste, il a caché un hectare juste pour jouer à tennis. Mais Alessandro, il ne veut pas jouer contre toi au tennis. Alors, il ne veut pas jouer contre moi, j'ai peur parce qu'il a peur. Trop forte. Il a peur. Non, mais c'est sûr. Parce que si jamais je vais gagner, on va perdre l'importation des vins, c'est sûr et certain. Tu perds la location. Est-ce qu'on commence à déguster? On commence dans le Piémont, on commence chez Stefano Bellotti ou on commence chez Alessandro Viola? Alors, on commence par Alessandro Viola juste parce que c'est en 2021, donc c'est un vin plus facile à boire, plus frais et plus jaune. Et après, on passe à... En fait, des Bellotti, je veux faire un grand cadeau aujourd'hui. C'est en 2012 des Cortese. Et pourquoi je pensais à ça? Parce qu'on se pose toujours la question, les vins sans sulfite, est-ce que ça garde? Et est-ce qu'on peut les lever combien de temps?
Et là, vous avez la démonstration des 11 ans des bouteilles sans sulfite ajouté, sans rien dans la vigne, mais sans rien du tout dans la cave, température pas contrôlée. Et ça, c'est la démonstration des travaux de la biodynamie, en fait. Bien fait. Stefano Bellotti, c'est vraiment une légende du vin italien. Ouais. On est sur un vin qui est... Bon, on est en train de goûter Alessandro Viola d'abord, donc, mais Stefano Bellotti, ouais, je parle toujours de Stefano, tu vois, ça revient. On va revenir dessus, sur lui. Alessandro Viola, comment tu l'as rencontré, comment tu l'as connu, et puis peut-être après tu nous parles de ce vin. Alors, Alessandro Viola, c'est très facile. On était moi et Alberto pour faire un apéro décomprimant. On a pris une bouteille d'Alessandro Viola et on s'est dit, ça, c'est Vini Mariani. C'est toi qui l'appelles au moins. Et on l'appelait. Ça s'est tout de suite passé. Il n'a pas une très grande production. Il distribue. Et ça, on a 2000 bouteilles. Okay. Cioè, la production, c'est 2000 bouteilles. Les mie origini, en fait, je vais parler du vin. Ça s'appelle les mie origini parce que c'est un Catarratto 100%. Et les Catarratto, c'est un cépage qu'Alessandro, il a toujours travaillé avec son grand-père. C'est un des premiers cépages qu'il avait dans la vigne. Et donc, c'est pour ça, mes origines, il rappelle beaucoup le travail qu'il a fait avec son grand-père. C'est un domaine qui a 7 hectares. On est à Alcamo, plus ou moins, on est entre Palerme et Trapani. Ça développe, c'est un domaine qui se développe à 2 couvées, 2 crus. Et ça, c'est les crus les plus en hauteur. On est à 300 mètres au niveau de la mer. C'est un terroir argilo-calcaire. Et vous allez sentir les calcaires à fond parce que c'est très salé, c'est très minéral, c'est très tendu. Pas de macération. C'est vinifié hyper sombre, sans rien, et il fait style un an d'élevage dans des grandes foudres des châtaigniers. Ça, c'est les vins. Et moi, je trouve que les vins d'Alessandro Viola, ils sont vraiment qu'est-ce que nous, on cherche dans les vins, c'est surtout qu'ils sont très représentatifs, oui, du sol, mais aussi de la personne. Parce que c'est un travail humain quand même. Nous, avec ces gens-là, on doit passer toute l'année à parler, à discuter, à se relationner. Donc, pour nous, si Alessandro Viola, il était un connard, on n'aurait pas vendu. Ah, il est loin d'être un connard. On a une image des vins siciliens un peu fausse, et là, je crois qu'on en a la démonstration. C'est des vins qui sont souvent beaucoup plus légers que ce qu'on pense, qui ont beaucoup plus de fraîcheur, qui ont un caractère vif, un peu de lourdeur, et pourtant, on a une autre image. Comment ça se fait ? Bon, ça, c'est pas une question qu'il faut poser à moi. Parce que c'est pas moi la cause. Moi, je cherche de faire le travail opposé, de faire découvrir la vraie Italie. Mais si tu dois me parler de ça, c'est moi, je rapporte tout à l'année 80, avec la naissance de l'énologue, de la figure de l'énologue, de marché, surtout de l'Amérique, de la Chine. En fait, c'est des goûts qui cherchent ça. Et donc, c'était des vins travaillés dans la cave pour sortir avec des vins comme ça. Et après, merci à le travail de ces vignerons-là, finalement, parce que l'Italie, c'est très récent. Ce n'est pas la France. La France, on a des vins artisanaux depuis toujours que tout le monde y pouvait goûter. Mais en Italie, on est resté vraiment fermé jusqu'à ça fait 10 ans. C'est vraiment récent, la question des vins artisanaux. Alessandro, autour de chez lui, il le disait, les vignerons qui sont là, ils ne font pas de vin. Ils vendent du raisin, et c'est tout, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ils n'ont pas cet intérêt, et il nous expliquait quand on y était qu'il faut encore beaucoup convaincre les paysans en fait, de passer à autre chose. Les années 80 ont fait vraiment beaucoup de mal de ce point de vue-là. Ouais. Et désolée, parce que si j'étais née avant, je me serais battue. Tout juste, tu n'étais pas née dans les années 80. Bah oui. Voilà. Ah non, c'est vrai, désolée. 1980. Est-ce que ça vous plaît, Alessandro Viola ? Ouais. Je vois les amis des vins des potes. On en parlera encore aussi de l'Italie. Vous êtes là à 15h15 tout à l'heure. On parlera avec Johan et Basile de leur travail depuis quelques années avec toutes ces belles bouteilles. Et ça, c'est un cataracte aussi. Est-ce que je pense qu'on va passer au Piémont, mais on l'arrête pas, Claudia. Est-ce qu'on passe à Bellotti ? Oui, merci.
on était en train de parler de lui, je disais c'est un mythe, mais c'est pas, c'est vrai. Enfin, je veux dire, En fait, ne me tue pas, mais tu as dit, c'est un peu le Nicolas Joly de France. Moi, je dirais que Nicolas Joly, c'est un peu les Bellotti d'Italie. J'ai dit ça pourquoi? Parce que c'est Renaissance des appellations et qu'il est le cofondateur de l'association et qu'il a été un des premiers, avant même qu'on parle de vin nature, à redire cette question des levures exogènes, de ce que ça voulait dire qu'un terroir, ce que ça voulait dire qu'un lieu. Il a défendu ça quand personne d'autre ne le faisait. En fait, Nicolas Joly, quand il a commencé son travail sur la découverte de la biodynamie et sur aussi la communication de la biodynamie, il a tout de suite capté la Cascina degli Ulivi, parce que ça s'appelle comme ça le domaine. Et ce n'est pas un domaine viticole et basta. C'est un domaine qui fait 22 hectares, oui, de vin, mais après, il y a des animaux, il y a un grand potager. En fait, c'est un écosystème. C'est vraiment comme l'esprit de la coulée des Serrantes. Et quand il a capté Stefano Bellotti, tout de suite, il a dit, OK, nous, on est très proche à l'Italie avec notre terroir, notre façon de travailler la terre. On va fonder Renaissance Italia. Et Stefano Bellotti, bien sûr, c'était le président. Et c'est lui, merci à lui, on a tout ce domaine aujourd'hui très sensibilisé à la biodynamie et à la biologie, que vous l'appelez comme vous voulez, mais quand même un travail éco-sostenible. Parce que lui, il a travaillé pour beaucoup de domaines gratos. Il faisait des consultations gratos partout. Pour aider les vignerons à passer. Exactement. À passer. Est-ce qu'on pourrait dire à revenir? Parce que le vin, il s'est perdu, mais en fait, c'est un retour à une forme de bon sens. Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire. Et finalement, c'est pas compliqué. C'est beaucoup de travail, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais même lui, avant de mourir, il avait compris que ça commençait à devenir compliqué parce que en fait, on fait la guerre contre un truc qui c'est plus grand de nous, que c'est le changement climatique. Et là, désolé, mais... on a perdu d'avance. Ah ouais. On va le goûter, donc c'est un 2012. Alors là, on est à Filagnotti. Alors, on est en Piémont, dans le sud de la Ligurie. Sud du Piémont, juste à les confins avec la Ligurie. Et Filagnotti, c'est la vigne la plus proche au domaine. C'est un terroir argilo-ferro. Et vous allez, en fait, cet soufre très fort que vous allez goûter, c'est ça, c'est les terroirs ferro. C'est un vin vinifié très simple. Il fait 5 jours, plus ou moins, ça dépend de l'année et de les millésimes, de macération, micro-macération, dans des foudres de 30 hectolitres d'acacia et 18 mois d'élevage. Et après, bouteille. Et là, on part d'un vin, je vous dis, sans rien, 2012. Ça, c'est très important. Il faut ouvrir la bouteille peut-être un peu en avance pour avoir vraiment tout l'aspect olfactif complet. Mais déjà comme ça, vous pouvez comprendre que l'élevage dans un vin blanc, c'est faisable. Ce cépage-là, il est très utilisé dans le Piémont? Ouais. C'est en fait les deuxièmes cépages, après bien sûr les Trebbiano, les plus travaillés dans tous les pays d'Italie. Parce que c'est un cépage qui s'adapte très très bien, comme les Sangiovese, les Trebbiano et aussi les Catarratto, moi parce que les Catarratto c'est centre-sud, mais ça tu peux les trouver partout, dans la Calabrie, au Piémont, parce que ça fait aussi beaucoup de quantité. C'est exceptionnel ça. Hein. C'est bon, hein? Ça va, vous l'avez eu le Bellotti, tout le monde? Ça se passe bien? Ça va? Merci, c'est un grand cadeau que tu nous as fait. Ça, chez Mariani, comment ça se passe? Trop cher. Je parlais pas du prix, mais je parlais pas du prix. Je veux dire, c'est des bouteilles exceptionnelles. Non, c'est des bouteilles et c'est ça que c'était pour moi. Il y aurait vraiment des coûts excessifs à ça, parce que là, il y a vraiment un travail. Aussi, on parle de 12 ans de stockage. Déjà. Non, c'est des vins qui sortent autour de 45-50 euros. Et pour moi, c'est des prix très raisonnables. Mais on fait un travail avec eux maintenant, aussi de communication. On se pose la question, cette vin-là,
on veut que les gens les boivent. Pour les boire, il faut quand même maintenir des prix raisonnables. Parce que sinon, c'est stupide d'avoir des vins comme ça stockés et on attend que les riches. C'est qui vos clients principaux? Beaucoup de professionnels, des cavistes? Professionnels. Oui. Cavistes, restaurants, qu'est-ce qui vient chez vous? Un peu tous, mais c'est plutôt restaurant. Et en fait, on sélectionne aussi les restaurants qu'on sert parce qu'un rapport on demande toujours la carte des vins. Oui, je sais que tu penses, mais tu fais un autre travail à côté. Ça, c'est des hobby. Non, on demande la carte des vins. On voit, c'est plus ou moins, ça respecte notre image parce qu'une fois qu'on rentre, tu dis pourquoi Vini Mariani est là? Il a que des vins, je ne fais pas des noms conventionnels. Et donc, ça, on regarde la carte et après, on discute avec la personne, on organise une première dégustation et après, une deuxième dégustation. Et après, on commence à travailler. Il y a une cohérence, c'est comme avec les vignerons, c'est pas juste du commerce, c'est des rapports humains en fait. C'est complètement ça. En fait, nous, on a décidé ça et depuis qu'on est parti avec Vini Mariani, c'est pas les vignerons, quand ils sélectionnent un distributeur ou un importateur, ils font la même chose. Cette typologie de vignerons, ils regardent ton catalogue et ils voient, ah ok, Cantina Giardino, ah mon ami, ah c'est lui qui travaille comme ça, ok. Et ils t'appellent. Est-ce qu'on peut venir travailler avec toi? C'est la même typologie de travail. Sur le bar, là, je ne sais pas si c'est un bar, mais tu as posé ça, on peut en parler? Ah oui, bien sûr. Vous ne faites pas que, tu fais des événements aussi, vous faites. Ouais. C'est quoi? Je le dis mal et je te laisse le dire parce que après, je vais le prononcer avec un accent français horrible. Alors, moi et Alberto, avec Marie-Christine Marzani, qui c'est la fondatrice des Vini di Vignaioli, c'est un des plus grands salons qui se déroule depuis 40 ans en Italie, des vins artisanaux. Nous, on l'a ramené à Paris et ça, c'est la 7e édition. Donc, vous allez trouver plus de 60 vignerons des vins artisanaux historiques italiens cette année. Il y aura aussi des dégustations parallèles France-Italie. Je vais faire un exclusif des noms. Radicon Binner, Ariano Chipinti et Virginie. C'est un vigneron de la Loire. Et donc, vous allez trouver ça. Vous allez trouver des restaurateurs italiens, les meilleurs qu'on sélectionne pour vous, pour manger autour du salon. Et un grand événement qu'on va faire les dimanches soirs, mais ça... C'est une surprise. C'est une surprise. Otipinti, c'est fantastique aussi. La Sicile a des vins tellement incroyables. L'Italie a des vins tellement incroyables. On est tous revenus, tous les journalistes qui sont partis pour Omnivore en Italie, on est tous revenus transformés. Pourtant, c'est un pays qu'on a l'impression de connaître et à chaque fois, c'est une découverte constante et il y a un dynamisme qui est vraiment incroyable. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous vouliez demander des choses à Claudia? Ou est-ce que vous êtes juste content d'avoir bu ces vins? Ok. Je vais vous demander d'applaudir très très fort, s'il vous plaît, Claudia Galterio de Vini Mariani. Merci d'avoir été avec nous. Merci de ce beau cadeau. Grazie a te. On se voit bientôt. Merci. Au revoir. On se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure avec Patrick Ness et on va boire des vins belges.